Non. Olivier Passeret, tout de même, quand vous nous dites que les banques pourraient, enfin, on pourrait bien reporter tout cet argent vers les banques en difficulté, vous le pensez ou c'est une menace pour faire réagir? Mais non, je répète inlassablement, vous avez dit tout à l'heure votre analyse, moi c'est pas une analyse. C'est un constat. Je n'ai fait que des constats, j'ai cité des chiffres. Et vu de l'extérieur, le logement social est un secteur dont on sent bien qu'elle a un rôle essentiel. Mais on n'est pas très nombreux à partager ce point de vue. Et donc, finalement, quand le prochain ou la prochaine président de la République aura des arbitrages à faire, moi, je serai lui ou elle, j'espère lui, enfin, bon, je ne rentre pas dans le débat. On ne vous demande pas, d'ailleurs. Je n'ai pas dit lequel des lui, donc je choisirai les PME. Je basculerai, et j'ai plein de moyens pour le faire, une partie des financements vers les PME. Voilà, c'est une menace, ça vous pend au nez, c'est tout. Hein. C'est dit, Philippe Dallier. Écoutez, on peut toujours imaginer le pire. Ça, c'est effectivement, après, on ne peut avoir que de bonnes surprises. Je ne sais pas. La question, c'est pas le pire ou pas le pire, Si, c'est le parce que probable ou le pas probable. Le pire serait qu'un gouvernement, quel qu'il soit, décide tout simplement de laisser tomber le logement social et préférant un autre secteur. Franchement, quelque gouvernement qui sera en place l'année prochaine, qui pourrait raisonner comme cela? Qui pourrait raisonner comme cela? Je pense qu'à droite ou à gauche, peut-être pas tout le monde à droite, mais malgré tout, à droite et à gauche, tout le monde sait bien que le problème numéro 1 aujourd'hui pour les Français, c'est peut-être pas le chômage, c'est peut-être plus sûrement le logement. Parce que même avec 2 salaires, on a du mal à se loger, parce que la flambée des prix de l'immobilier a fait que beaucoup ne peuvent plus devenir propriétaires et beaucoup ont du mal à se loger dans le secteur privé. Ça, tout le monde le sait. Donc, qui prendrait le risque de creuser une fracture qui deviendrait un vrai problème de société? Elle existe déjà, cette fracture. Mais qui prendrait le risque de l'agrandir en déshabillant le logement social? Franchement, moi, je ne crois pas qu'il y ait une majorité en France là-dessus. Il y a peut-être des ultralibéraux qui, effectivement, voudraient que les fonds de pension ou je ne sais qui, ou les banquiers se substituent à la caisse. On peut tout imaginer, mais franchement, je pense que dans ce pays, il y a quand même beaucoup de bon sens et que quand on connaît un peu les problèmes et qu'on les regarde de près, on ne peut pas tomber dans les situations, les scénarios du pire. Et je pense que celui-là serait vraiment le scénario du pire. Olivier Passeret, puis Thierry Bert. Oui. Je vous aime bien parce que vous êtes du 9-3, mais votre raisonnement n'a de sens que si on raisonne à cadre constant. À cadre constant, personne ne va déstabiliser totalement le logement social. Mais le problème, c'est que le logement social, il en manque. Donc, où on fait un effort absolument considérable qui nécessite de modifier toutes les règles du jeu, où on aura de graves problèmes. Et donc, dans ce domaine-là, il faut arrêter d'avoir quelques tabous que ce soit et se dire que les politiques ne vont pas toucher à ci, ça ou là, parce qu'ils sont pleins de bon sens. Le problème, c'est qu'il y a un déficit majeur et que face à ce déficit majeur, on va y venir dans les propositions, moi j'en ai 5 à faire très simples, il va falloir faire bouger les frontières. Thierry Bert, vous vouliez réagir aussi? Oui, c'est pour réagir simplement à 2 choses qu'a dites Olivier Passeret. La première, c'est n'importe quel gouvernement voudrait réorienter sur les financements sur les PME. Alors là, je m'adresse à l'ensemble de la salle. Mobilisez les PME qui sont autour de vous et qui vous aident tous les jours. Parce que les emplois du logement, de la construction du logement, ce sont des emplois d'avenir, ce n'est pas délocalisable, ce sont des emplois stables. Et donc, nous pouvons mobiliser autour de nous la Fédération du bâtiment, la Fédération des artisans, revitaliser les zones, tout ça est très important. Je ne crois pas donc, pour être sérieux, que le financement des PME et le financement du logement social s'opposent. Je pense que c'est exactement le contraire, ils sont complètement complémentaires. Et le financement du logement social est un financement néanmoins de très long terme, 40 ans, 50 ans. Aucune banque n'est capable de le faire. Le financement des PME est un financement de court-moyen terme, 3 ans, 5 ans. C'est pour ça que c'est le métier des banques. Et je pense qu'il ne faut pas confondre les choses et surtout pas les inverser. Donc ce sont les 2 choses que je voulais répondre à Olivier Passeret. Bien, vous parliez, Philippe Dallier, d'un régime qui, vous avez dit, je cite, laisserait tomber
le logement social, eh bien, il existe, ce gouvernement, et c'est le gouvernement anglais, si je ne me trompe pas, Claire Romay, c'est ce qui vient de se passer justement au Royaume-Uni. Donc on va peut-être commencer par ce pays, car c'est très récent en plus, et puis donner 2 ou 3 exemples de ce que font nos voisins. Effectivement, peut-être un commentaire pour commencer. Les indicateurs qui définissent le logement social en France sont tous au rouge pour vous, et une part du parc HLM qui baisse, de la construction qui est massivement des années 70. Mais pourtant, ces indicateurs sont presque tous au noir dans les autres pays. C'est-à-dire que finalement, le modèle français, il peut paraître un petit peu statique ou pas très dynamique, mais il l'est beaucoup plus que la plupart de tous les pays européens, où en fait la part du stock de logement social a quand même drastiquement baissé. C'est le cas de l'Allemagne, mais aussi justement du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est un bon exemple de la possible innovation perpétuelle des politiques du logement. C'est-à-dire que tous les 10 ans, on change radicalement le modèle économique sur lequel on base la production de logements. On est passé donc avant les années 80 de 30% du stock qui était entièrement détenu par les municipalités à aujourd'hui un peu moins de 10% du stock qui est détenu par les municipalités et 10% qui est détenu par des associations et 10% qui ont été vendus dans les années 80 sans qu'on ait résolu absolument aucun problème. En fait, ça c'est le constat, c'est que les politiques changent tous les 10 ans, mais absolument aucun des problèmes et des missions qu'on s'est données n'ont été remplis, c'est-à-dire que ni moins bien, enfin plutôt moins bien en fait que dans les autres pays, puisque la bulle immobilière dans les zones tendues en Angleterre est quand même nettement supérieure à celle qu'on peut constater en France. Qu'est-ce qui s'est passé donc depuis un an de changement de gouvernement? Quelles sont les nouvelles propositions? Donc le modèle anglais, c'est un modèle qui est entièrement basé sur on donne des subventions à la production et des aides à la personne. Mais les subventions à la production sont entièrement du budget de l'État. Donc c'est très monofinancement, on peut dire, avec assez peu de mobilisation des fonds propres des organismes. Et on passe d'un modèle comme ça au modèle qui sera d'application dans un mois, où on arrête totalement les subventions à la production. Et pour produire, on propose aux organismes de changer leur modèle et donc de pouvoir augmenter leur loyer et d'aller jusqu'à 80% du loyer de marché, sachant que cette production intermédiaire va financer, enfin le modèle c'est que la production intermédiaire finance la production de logements sociaux à meilleur marché, enfin en tout cas pas à 80% du loyer. Ouais, c'est très radical en effet. C'est très radical et surtout, c'est une nécessité de toute façon d'accroître le stock intermédiaire parce que justement, un des problèmes du marché du logement en Angleterre, c'est qu'il est très dual, ou bien on est dans le logement social, ou on est accédant à la propriété, mais il n'y a absolument rien au milieu. Donc de toute façon, il faut créer cette offre intermédiaire, elle est nécessaire. Cependant, est-ce que cette offre intermédiaire va pouvoir financer, parce que c'est ça le concept, c'est que avec ces logements intermédiaires, on finance le logement très social. Là, par contre, ça reste quand même un vrai point d'interrogation. Sachant que la deuxième partie de la réforme est aussi drastique, c'est de faire en sorte que toutes les aides à la personne, quelles qu'elles soient, le chômage, les aides pour handicapés ou les aides au logement, soient fondues en un seul paquet, et que ces aides soient limitées à 500 livres par ménage. Ça veut dire donc que normalement, l'allocation logement était donnée directement aux organismes qui pouvaient aller voir les banques en disant « je reçois directement l'allocation logement, donc je suis un investissement sûr, donnez-moi des bonnes conditions ». Et ça n'existera plus puisque maintenant, on ne peut pas savoir quel va être le flux financier justement qui sera sûr. On peut ajouter aussi à cette situation anglaise que ces aides sont également conditionnées au comportement des personnes, hein, pas seulement à leurs moyens. On l'a vu lors des émeutes très récentes à Londres où on a purement et simplement coupé les aides à toutes les familles dont les enfants s'étaient manifestés bruyamment dans la rue, on va le dire comme ça, c'est exact. Autre pays dont vous souhaitez nous parler, les Pays-Bas, je crois. Donc, il y a d'autres modèles qui existent, des modèles
sans financement public actuel, il y en a peu. Malheureusement, je ne pense pas que pendant cette table ronde, j'ai d'annonces de modèles merveilleux et miraculeux à vous donner. À part justement essayer de favoriser la diversification au maximum des sources. Parce que ça, c'est juste, enfin, la stabilité et la robustesse finalement d'un modèle économique, c'est sans doute la diversification de tous les financements. Et je crois que justement le modèle français est un exemple en la matière, sachant que vous avez le 1%, donc les employeurs, l'épargne livret A, la solidarité sociale avec les APL. Donc il y a quand même une vraie diversification des sources qui fait que finalement, même en période de crise, il peut y avoir quand même une nettement meilleure réponse de ce système à la crise. Les Pays-Bas, c'est différent. Les Pays-Bas, c'est le choix de ne plus avoir du tout d'aide publique à la production de logements sociaux. Et c'est possible quand on a 33% du stock qui est social. Donc ce stock a l'échelle suffisante pour s'auto-alimenter et produire et investir. Mais là, ça pose un gros problème sur le marché du logement parce que de nouveau, il est aussi très dual. Mais c'est un système sans aide. Il n'y a pas d'aide, il y a assez peu d'APL même, parce que les loyers ne sont pas si élevés. Donc ça, c'est un modèle. Est-ce que cela veut dire que ce serait impossible en France où on n'est pas à 30%, on est à 15%, sauf ça veut dire que ça annule de toute façon cette possibilité-là pour la France? Oui, je crois que malheureusement, ça va être difficile à réaliser. Oui, voilà. Donc on le regarde, mais celui-là n'est pas réalisable ici.